Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance d'hydraulique et pneumatique industrielle. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre chapitre premier sur le réservoir et les tanks de stockage. On a vu l'autre fois, on s'est arrêté ici où on avait vu les réservoirs à toit flottant. On avait vu aussi différentes parties concernant toit flottant unique, double flotteur, les accessoires, et on a vu différentes parties très importantes qu'on a expliqué comment ça marche, comment, pourquoi et tout le rôle. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez dans la chaîne et essayez de voir d'autres vidéos précédentes. Et je crois qu'il y en a déjà 3 ou 4 vidéos qui ont été déjà postées dans la chaîne de la production avec l'ingénieur Gloire ancien. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche des notifications pour permettre à ce que vous ne puissiez rien rater. Si nous sommes on a passé beaucoup de temps pour sortir cette vidéo, c'est dû à certaines préoccupations professionnelles, mais aujourd'hui nous sommes là. Voilà. Aujourd'hui nous allons parler d'autres types de réservoirs et nous allons essayer de prendre le chapitre 2 sur les séparateurs. Voilà, autre type de réservoir. Sans plus tarder, nous allons débuter. Nous avons les réservoirs sous pression, par exemple les sphères. On a par exemple les sphères. Ce sont des réservoirs sous pression. Dans ce type de réservoir, il est bien écrit que pour ce qui concerne les raffineries, vous voyez que ce n'est pas seulement la production, mais ici aussi pour les raffineurs. Les raffineries sont stockées sous pression. Des produits sont stockés sous pression. Par exemple, des propanes, des butanes. Il faut un tank qui est bien adapté pour résister à cette pression-là. Et il y a des fabricants ont préparé des tanks sphériques tels que c'est celui que nous allons voir, des réservoirs sous pression. Donc, pour une sphère de 1000 m3, la masse varie entre 400 tonnes de propane à 700 tonnes d'oxyde d'éthylène. L'épaisseur de la paroi est toujours supérieure à 10 mm, vous voyez, parce que l'épaisseur est calibrée selon la pression d'éclatement. Vous voyez, et ces réservoirs doivent résister à des pressions internes de 8 à 9 bars, parce que le gaz butane doit être stocké suivant certaines conditions de pression et de température, par exemple. Alors pour éviter par exemple que ça puisse se liquéfier, tout ça, il y a des pressions, des conservations qui sont de la norme de chaque gaz. Voilà le butane. Donc 8 à 9 bars, c'est à peu près 8 à 9 bars pour le butane et jusqu'à 25 bars pour le gaz propane. Voilà, c'est ce genre de réservoir dont on parle. Vous voyez, ça c'est les réservoirs sphériques. Et l'autre est cylindrique horizontal. C'est un réservoir. Ça se voit comme si c'était un séparateur, mais c'est un réservoir. Et ça aussi, sphérique, mais c'est un réservoir. Donc, bien adapté. On prend maintenant les réservoirs horizontaux, tels que celui-ci. C'est un réservoir cylindrique, mais horizontal. Bon, ce type de réservoir cylindrique est susceptible de stocker les mêmes produits que les sphères dont il vient d'être question, dont on vient de parler. La majorité de ces réservoirs présentent un diamètre de 1,5 m, le diamètre de 1,5 m, et à 3 mètres pour une longueur d'une dizaine de mètres. Voilà la longueur, une dizaine de mètres. Alors voilà, je disais que la capacité d'un réservoir est très importante pour tout ingénieur qui a un projet. Parce qu'il faut toujours savoir. Ce qui concerne les sphères, on sait comment calculer le volume des sphères.
d'une sphère plutôt. On sait comment calculer le volume d'une sphère à partir du rayon. Et pour un cylindre, on sait aussi comment calculer, quel que soit un cylindre qui est bombé de deux côtés ou un cylindre qui est plat de deux côtés, on sait comment calculer le volume. Donc c'est important de savoir le volume. Donc ce qui correspond à un volume entre 100 à 2000 mètres cubes. Le plus long réservoir peut mesurer quelques dizaines de mètres. Donc la longueur pour stocker beaucoup de produits. Les réservoirs horizontaux sont dans le cas général posés sur des berceaux et il est possible de rencontrer des cas où ils sont ceinturés sur les berceaux. Pourquoi? Parce qu'en cas de déversement, vous voyez, en cas de déversement, on a le temps de pouvoir soit démarrer une pompe qui va aspirer, le temps aussi que le réservoir soit et le berceau soit rempli. Parce que quand ça se déverse, le berceau est, par exemple, est isolé avec le sol. Parce que si ça s'est déversé au sol, ça va pénétrer dans la terre, donc à la croûte terrestre, et puis c'est la pollution. Alors qu'au réservoir, on saura comment récupérer ces produits. Bon, si ce n'est pas un produit volatile, bien sûr, si ce n'est pas un gaz, si c'est un liquide dont on a la facilité de récupérer et tout. Voilà. Réservoir atmosphérique. Les réservoirs atmosphériques représentent la très grande majorité de parcs de réservoirs de grande capacité contenant des liquides inflammables. Ils présentent classiquement un grand diamètre et donc, par voie de conséquence, un lancement faible. Ils sont constitués d'une unique enveloppe ou d'une double enveloppe métallique. Parce que c'est très inflammable, vous comprenez déjà que ce serait mieux d'avoir une double enveloppe métallique si, bien sûr, parce qu'on peut savoir comment isoler thermiquement la zone, on sera protégé. Mais si on ne sait pas isoler thermiquement la zone, une double enveloppe métallique serait mieux pour que, même s'il y a piercing, ça passe de l'autre côté et puis on n'aura pas de contact avec l'extérieur pour éviter la flamme, parce qu'on dit que c'est très inflammable. Ces réservoirs sont les plus souvent métalliques. Leur fond métallique, leur robe, on avait vu le robe l'autre fois, métallique, et leurs toits sont aussi métalliques en acier. Voilà, ce sont des réservoirs qu'on appelle atmosphériques. Verticaux, leurs axes, très souvent les réservoirs métalliques sont verticaux, les réservoirs atmosphériques plutôt sont verticaux, leur axe de symétrie est vertical aussi, l'axe de symétrie est vertical. Voilà. On donne un exemple, le parc de stockage terminal dit Amenas. Donc voilà ce parc. Vous voyez, tous ces réservoirs sont interconnectés entre eux. Vous voyez, il y a des vannes, là ce sont des signes de vannes, ce sont des symboles plutôt de vannes. Vous voyez, il y a des vannes. Les vannes sont numérotées, V5, VS. Vous voyez, même les lignes ont leur dimension qu'on a mis. Vous voyez, 12 pouces. On dit que cette ligne est 12 pouces. Cette ligne, par contre, est de 30 pouces. Cette ligne est de 16 pouces. Et même le code couleur dépend du produit qui est porté. Vous voyez, il y a une légende par rapport à ça. Parce que vous pouvez aller quelque part, vous verrez la légende quelque part. Je vois ici, il y a la légende qui est selon le code couleur. Donc bleu, on dit TGT, 12 pouces. Rouge, LJ et ZRZ, 16 pouces. On a mis là le code couleur et on a précisé aussi le numéro de vanne, parce que celui qui est au bureau peut appeler celui qui est l'opérateur qui est sur terrain de pouvoir bypasser. Il peut dire que non, tu peux ouvrir telle vanne et refermer telle vanne. Tu commences par telle vanne, tu fermes telle vanne. Et quand il arrive sur place, chaque vanne a par exemple un tag, une étiquette où on a
inscrit le numéro de la vanne, il arrive, il ne peut pas se tromper, il lit et puis il effectue l'opération. Donc vous voyez comment on peut bien gérer à partir d'un schéma pendant que l'ingénieur en question est très loin. Donc c'est un peu ça. Ça c'est la figure est nommée tank farm avec 10 tanks, mais c'est la tank farm du terminal d'In Amenas. Voilà. Caractéristique générale du réservoir. On dit qu'un réservoir de stockage est déterminé par sa forme, ses dimensions géométriques. Ces dimensions géométriques très importantes pour savoir le volume, notamment le volume contenu. C'est important. D'abord sa forme. La forme révèle beaucoup de caractéristiques de stockage de certains produits. On ne peut pas stocker n'importe quel produit dans n'importe quelle forme pour éviter beaucoup de choses. Vous voyez par exemple comment dirais-je encore, nous avons par exemple l'hydrogène. Je crois que ça doit être l'hydrogène ou bien un autre gaz comme ça que les soudeurs utilisent. Vous voyez, les bouteilles de gaz là ne peuvent pas être stockées en position horizontale. Ça doit être toujours en position verticale. Même quand on les stocke quelque part, on stocke ces bouteilles là quelque part, sont toujours en position verticale. Parce qu'en position horizontale, ça peut si ça sort sous pression, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se lancer comme une fusée, boum! Et là où ça ira, ça va faire des dégâts. Si ça cognait par exemple un réservoir, boum! Avec cette pression-là, ça peut percer le réservoir. Si ça cognait une personne, c'est la mort. Si ça cognait un véhicule, c'est les dégâts matériels, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il y a des réservoirs qui sont... Donc ça dépend, la forme, c'est important. Les dimensions géométriques, c'est aussi. Les volumes contenus, c'est très important, le volume, c'est très important, vous savez bien. La pression des résistances, la température du produit stocké, c'est très important ces paramètres-là. Donc ce sont des caractéristiques très importantes. D'ailleurs, liées à sa pression par la loi des vapeurs centurantes. Vous connaissez la vapeur centurante. Donc c'est très important, tout ça. La forme sphérique est la mieux adaptée à l'isolation. Vous voyez, par exemple, la forme sphérique est la meilleure de toutes les formes. Mais pour des capacités dépassant 15 à 20 000 m3, on a toujours recours à la forme cylindrique. Vous voyez, là, on parle de la forme cylindrique à la place. On dit quoi? Si on suppose, hypothèse grossière, donc une hypothèse qu'on suppose grossière. Si l'on suppose que les échanges thermiques ont même intensité au mètre carré sur la surface latérale, le fond et le toit, on démontre que la forme la plus favorable des réservoirs cylindriques vérifie l'égalité hauteur égale à diamètre. Bon, ça c'est, comme on a dit, c'est pas vraiment une exigence, c'est un peu grossier. Donc, en fait, ce téléphone qui me dérange, en fait, il est quelquefois difficile. Je vais mettre ça en silencieux. Voilà, en fait, il est quelquefois difficile de réaliser cette condition pour des raisons d'environnement. Il est fréquent que le rapport diamètre-hauteur soit supérieur à 1. Il arrive. La pression est toujours légèrement supérieure à la pression atmosphérique, de manière à éviter les rentrées d'air. C'est important que la pression à l'intérieur soit supérieure pour éviter que l'air entre. Parce que, vous savez, l'air apporte quoi? L'air apporte l'oxygène. Et l'oxygène, c'est corrosif. Vous voyez, l'oxygène transforme le fer en oxyde de fer. Alors là, l'oxyde de fer n'est plus le fer, donc c'est déjà la matière de fer corrodée. Voilà. Avec la vapeur du GNL, vous connaissez bien le GNL, le gaz naturel liquéfié, provoquerait des mélanges explosifs. Ça aussi, la surpression est de l'ordre de quelques dizaines de millibars. Donc, si l'oxygène s'est mélangé avec le GNL, donc c'est un mélange explosif, par exemple. Mais aussi, l'oxygène, c'est un agent corrosif. La température interne est celle correspondant à l'ébullition
du produit. Elle est de l'ordre de moins 160 degrés Celsius. Un réservoir est donc toujours constitué de deux enveloppes séparées par une épaisseur importante des calorifères, pour essayer un peu d'isoler thermiquement. Malgré cette isolation, les apports calorifiques inévitables en provenance de l'extérieur se traduisent par une évaporation du produit. Donc, si par exemple la température à l'extérieur pour un produit qui doit être conservé à moins 160 degrés Celsius, si la température à l'extérieur est supérieure, d'ailleurs c'est toujours supérieur à 20 degrés Celsius, à moins que nous soyons à l'hiver, donc moins 160 degrés Celsius. Vous savez les principes de l'échange thermique, thermodynamique, contact entre deux corps de différentes températures, il y aura échange de températures. Donc le corps qui est moins 160 degrés Celsius va gagner de la chaleur, de l'énergie de celui du corps qui a une température supérieure à moins 160 degrés pour créer un équilibre thermique. Alors à ce moment-là, le corps qui devait être stocké à moins 160 degrés Celsius gagnera de l'énergie et aussi de la température. Alors, pouf, on aura des changements, ça sera inévitable. Donc, ici on dit une évaporation du produit, par exemple, à température constante. On dit quoi? La qualité d'un produit, la qualité de l'isolation plutôt, c'est traduit donc par le taux d'évaporation exprimé et généralement en pourcentage par jour. Donc, les réservoirs doivent satisfaire à des conditions de nature mécanique et de nature thermique. Ça, c'est important. Ces deux types de conditions sont énumérés séparément ci-dessous dans un but de clarification. Mais en fait, les problèmes mécaniques et thermiques sont intimement liés. Okay? Donc, mais malheureusement, ici, je ne suis pas allé plus loin pour parler en clair, mais on est en train de voir ces des conditions ci-dessous, juste avec nos images. Okay? Voilà, un toit suspendu. Vous voyez, ça, c'est l'enceinte primaire séparée avec l'enveloppe extérieure. Vous voyez, par rapport à l'isolation des matériaux en vrac. Ici, on peut mettre les matériaux en vrac. Ici, je ne sais pas, ça peut être des chiffons, des matières qui sont un peu mis dans des thermos. Vous voyez, cette constitution de thermos là. Voilà. Et maintenant, isolation des fonds, on a un muret de rétention, en cas de déversement, je disais, on a enceinte secondaire qui fait de rétention. Quand ça se déverse ici, le muret ici va protéger bien sûr. Et nous avons là, je n'arrive pas à très bien voir, donc je crois que c'est j'en passe. Voilà, ça c'est le schéma et ça c'est l'image du réservoir. Ouais. Donc nous avons, ça c'est l'image du réservoir, mais ça c'est le schéma. Ça un peu la même chose. Hein? Il y a d'autres choses qui ont été ajoutées, mais toujours nous avons des enveloppes, nous avons primaire et puis nous avons ce qui est à l'extérieur. Donc voilà. Ça, je suis en mode lecture, vous voyez, je suis en mode lecture Word et je n'ai pas gagné en grandeur des images, mais dans le syllabus, dans le support a été, j'ai agrandi les images pour que ça puisse bien se voir. Voilà, nous avons du toit en béton, toit en suspension, vous voyez, et ça là, on peut avoir le système de double flottant parce que là, ça peut rester là et puis ça peut suivre. Toujours enceinte primaire et puis isolation matériaux en vrac, isolation sur la partie interne de l'enceinte, ouais, isolation des fonds, tout ça pour essayer un peu d'isoler ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qui est mécaniquement, on ne peut pas accéder à l'intérieur et puis thermiquement, l'énergie ne peut pas aussi accéder à l'intérieur. Voilà.
Ça aussi, il y a beaucoup de parties à pouvoir parler. Niveau de sol, parois béton précontraint, barrière vapeur, ainsi de suite, protection des coins 9% nickel, 9% protection des coins donc fabriqués 9% en nickel, fondation en béton, sol, ainsi de suite. Donc voilà un peu, ce sont différentes parties de tank. Nous allons parler un peu de l'arrêt de flamme avant de clôturer avec ces chapitres. Les arrêts de flamme sont les évents qui sont équipés. Les évents, on avait parlé des évents. Les évents sont équipés d'un pare-flamme ou arrête-flamme pour éviter la propagation des flammes vers l'intérieur du réservoir. Vous voyez, par exemple, nous avons un réservoir ici. Là, je parle de réservoir pétrolier. Quand le pétrole arrive, il y a toujours du gaz qui est dissous, même si c'est passé par les séparateurs, mais il arrive qu'il y ait un peu de gaz qui est dissous à l'intérieur. Alors, les gaz, qu'est-ce qu'on fait? On cherche aussi à continuer à chasser un peu de gaz. Vous voyez qu'il peut y avoir les évents qui sont là, et puis le gaz peut s'échapper à partir des évents. Alors, on place des arrêts de flamme. On place très souvent des arrêts de flamme dans ces évents pour éviter que la flamme entre à l'intérieur. Et ces arrêts de flamme sont constitués d'éléments alvéolaires ou des cellules composées de petites plaques ondulaires à l'intérieur, empilées donc, entassées les unes sur les autres, ou des grillages bien tassés, le tout mis dans un boîtier et branché sur un évent. Ouais. Différents types de montages sont disponibles au système actuel avec des vannes de bypass, des vannes commandées par Flow No Flow ou AGP, plus temporisation. Là, on verra ça clairement. Vous voyez, par exemple, ces images, je les ai agrandies, mais en mode lecture, ça s'est miniaturisé. Ah, des vannes d'isolement cadenassées. Pourquoi on va cadenasser une vanne? C'est pour permettre à ce que personne, même par hasard, que personne vienne ouvrir la vanne par... Si la vanne est cadenassée, on dit que la vanne est... on dit clairement que la vanne est... c'est quoi le mot? La vanne est... oh, mince! Donc, quand la vanne est cadenassée, on dit clairement qu'on a consigné la vanne. Voilà, c'est consigné. Donc ça, c'est... quand on met la vanne d'isolement cadenassée ouverte ou fermée, alors on dit que la vanne est consignée à ne pas ouvrir sous permission de la hiérarchie. Voilà, chapitre 2, séparateur. Donc je vois que nous sommes déjà à 23 minutes. Je n'aimerais pas prendre cette vidéo, mélanger avec le séparateur, parce que 23 minutes c'est déjà autant. Je ne vais pas faire de vidéo partie. Je m'arrête là pour faire une autre vidéo à part entière pour les séparateurs à côté. Ainsi j'avancerai comme un chapitre. Donc le chapitre qui c'est cette partie du chapitre, nous nous arrêtons là avec cette partie du chapitre. Alors je pense que vous aurez le temps de profiter des bonnes connaissances qu'il y a de l'autre côté avant d'entamer les séparateurs. N'oubliez pas, pour ceux qui ne se sont pas abonnés, partagez à vos amis et faites parler de ces vidéos, de ces leçons, car vous n'êtes pas encore surpris. Il y a des choses très intéressantes qui vont vraiment vous intéresser. Je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo sur les séparateurs. Bye bye.